À Panem 360, je suis avec Laurent Patnaud, qui est co-directeur général des Violons du Roi, qui nous vient pour parler de la saison actuelle des Violons du Roi qui se poursuit et qui s'arrêtera à Montréal le vendredi 14 février avec Kirsten Leong, le violoniste Kirsten Leong, dans un concert intitulé Un violon hors du temps. Ils présenteront ce concert-là, bien évidemment, la veille à Québec, dans une journée pratiquement entière qui sera dédiée à ce concert-là. Il y a un concert en après-midi et un concert en soirée au Palais Montcalm. Et donc, les Violons du Roi avec Kershon Leong et Nicolas Ellis dans un programme qui va réunir des œuvres de Mendelssohn, Bach et une création de la compositrice canadienne Kelly Marie Murphy. Le rapporteur va nous en parler un peu. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, le programme de ce concert que vous allez interpréter, il a en filigrane une notion un peu d'intemporalité. Comment ce thème s'est-il imposé d'une certaine façon et euh, qu'est-ce qui unit les pièces justement un peu entre elles de Mendelssohn et Bach? Qu'est-ce qui les rend si intemporelles? Bon, d'abord, cette collaboration, ce projet est né donc de notre, je dirais, de notre connivence avec Kirsten Leong et Nicolas Ellis. Ça fait quelques années déjà, depuis 2021. On a Mm, fait déjà 4 ou 5 projets ensemble. Et là, on était attablés avec Nicolas et Kirsten, dit, bon, quelle serait la prochaine œuvre? Et on voulait un répertoire violon et cordes. Donc, le répertoire n'est pas si immense. Et on a lancé l'idée, mais pourquoi pas une création? mm, Et puis, sans se consulter, Nicolas Ellis et Kirsten Young ont tous les deux nommé Kelly Marie Murphy, pour lequel ils ont beaucoup d'admiration. Donc, on s'est mis assez d'accord rapidement pour dire, ben, les Violons du Roi n'avaient jamais joué encore d'œuvre de Kelly Marie Murphy, mais c'est une des compositrices les plus en vue, les plus accomplies au Canada. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et puis, on est parti de là en disant, évidemment, le public des Violons du Roi n'est pas le public, disons, qui est particulièrement friand de création, même s'il est ouvert, il est capable de recevoir une création. Alors, on s'est dit, ben, on va intégrer ce programme-là dans un répertoire peut-être un peu plus familier. Donc, de là, Bach et Mendelssohn. Bach et Mendelssohn ont des liens évidents entre eux. Et puis, et ce qui les unit, entre autres, c'est la Passion selon Saint Matthieu que mm, Mendelssohn a fait revivre presque 100 ans après. Et donc, on va faire un court extrait, le célèbre Erbarmedicht de la Passion selon Saint Matthieu, qui va être un peu comme le prélude, si on veut, à la création. Donc, c'est un des plus grands airs de Bach, une musique intemporelle, donc hors du temps. Et essayer d'instaurer cette place à la musique actuelle, musique contemporaine, dans un environnement, disons, plus familier et plus habituel. Donc, une espèce de dialogue entre les époques, si on veut. mm. Vous l'avez mentionné, cette rencontre-là entre Kirsten Leong, Nicolas Ellis et les Violons du Roi, c'est une relation qui ne date pas d'hier, si je ne me trompe pas, entre les Violons du Roi et ces deux musiciens-là. C'est même quasiment un point récurrent dans vos saisons. Pratiquement, comment ce partenariat-là s'est-il développé au fil des années de cette collaboration-là? Ben, au départ, un peu par hasard, on a cherché à faire les saisons de Piazzolla qu'on a joué au Festival de la Naudière en 2021. Et je dirais que ça a été un petit coup de foudre entre les musiciens et Kirsten Young. Et tout de suite, on a cherché à prolonger, à renouveler l'expérience. Donc, on est allé du côté du concerto de Philippe Glass, ensuite concerto funèbre de Hartmann. On est allé aussi dans la musique baroque avec Tartini, Vivaldi. Et puis, l'été dernier, Kirsten Young a joué un concerto de Mozart avec les violons et cette fois avec Bernard Labadie. Mm, Et puis, de fois en fois, le projet se termine toujours en disant, bon, ben, c'est quoi le prochain rendez-vous? Bon, et faut faire attention, faut varier les invités, tout ça, mais en même temps, on a toujours aimé au Vion du Roi avoir des relations approfondies. Il y a beaucoup d'artistes au fil des ans qu'on a retrouvés. Ça fait partie un peu de nos façons de faire, si on veut, de notre culture, de dire, ben, je pense à des personnes comme Karina Gauvin, comme Marie-Nicole Lemieux, comme Charles-Richard Hamelin, des gens avec qui on a établi des relations, on dirait, durables, du fait que à chaque projet, on peut aller un peu plus loin, hein. Donc, c'est toujours, en même temps, c'est certain il faut varier, il faut donner des nouveaux visages au public, il faut
Mais il faut trouver un équilibre, selon moi. Mhm, absolument. Vous l'avez dit un peu aussi, les violons du roi sont pas nécessairement euh, habitués, j'ai envie de dire, ou c'est pas commun que vous faites des créations d'œuvres contemporaines. De toute façon, vous êtes un orchestre qui est plutôt classique quand même dans son étiquette, dans son répertoire. Très, très, très bon classique, romantique, etc. Donc, est-ce que ça a représenté un défi d'adaptation pour les musiciens de l'orchestre, tacler un peu des nouvelles articulations, un nouveau style de jeu, une nouvelle façon de concevoir la musique? Oui, je dirais que ça s'est fait naturellement depuis une dizaine d'années environ. Les violons, tout en étant fidèles à leur répertoire central, Bach, Handel, Haydn, Mozart. Mhm, En même temps, ils ont fait une place au moins une fois par année à une création, des fois plus qu'une. On a fait des créations d'opéra, par exemple. On a travaillé avec des compositrices, compositeurs comme Katia Magdissi-Warren, Marianne Trudel, avec Éric Champagne et plusieurs autres. mhm. Et, on a des musiciens parmi les Lions du Roi qui ont un grand intérêt pour la création. Il y en a qui en ont fait ailleurs et puis ils avaient cet intérêt-là. Et je trouve, bon, on a fait, à un moment donné, on a ajouté Piazzolla, Bartók à notre répertoire, tout ça. En faisant ce répertoire-là, on trouvait que c'était naturel d'aller aussi vers nos contemporains et nos contemporains d'ici. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Et je pense que c'est intéressant d'avoir encore une fois, je reviens à ce dialogue entre les époques et les styles. La commande que vous avez passée bon, à Kelly Mary Murphy, elle était spécifiquement pour Kirsten Leong, on l'a mentionné. La composition qui s'intitule Found in Lostness, elle s'articule sur la thématique de la perte. C'est comme ça qu'elle a été présentée. Est-ce que c'est vous, comme organisation, qui avez proposé ce thème-là à la compositrice ou c'est elle qui est arrivée avec ça? Est-ce que ça a été des discussions organiques entre les musiciens et elle pour trouver comment ça pourrait s'agencer autour du programme. Donc, comment ça s'est passé le processus de création finalement? Ben, c'était très harmonieux. Je dirais qu'au départ, j'ai contacté Madame Murphy, on avait cette idée de voir un peu le violon solo comme une espèce d'émissaire de la paix ou mais une espèce de messager de paix à travers le temps. Mais ensuite, Kelly Marie Murphy et Kirsten Young se sont rencontrés à Ottawa. Ils ont parlé beaucoup, autant philosophiquement que techniquement, toutes sortes de choses. Et c'est vraiment de cette conversation-là qu'est née la thématique de cette perte qui peut être à la fois désastreuse et bon, douloureuse, et en même temps l'occasion peut-être de trouver autre chose. Parfois, les pertes sont l'occasion de faire naître autre chose. Donc, c'était un peu aussi, et Kelly Marie me disait que pour elle, la voix du violon était aussi porteuse d'espoir. Donc, comme ça qu'elle l'a un peu imaginé. D'accord, oui, puis ça fait écho un peu à une des œuvres de Mendelssohn qui va être présentée, le quatuor à corde numéro 6 en fa mineur, qui est sous-titré Requiem pour Fanny, donc que Mendelssohn a composé suite à la mort de sa sœur aînée, Fanny Mendelssohn. Donc, il y a un lien aussi qui est tissé là-dedans. Absolument. Et puis, l'œuvre de Mendelssohn est vraiment un chef-d'œuvre. C'est probablement son plus grand quatuor. C'est une grande, grande réussite, extrêmement touchante. Le mouvement lent est magnifique, mais toute l'œuvre vraiment est très, très forte. Donc, oui, effectivement, il y a un lien avec cette, euh, cette référence, cette perte de la sœur de Mendelssohn, qui lui-même va mourir la même année Hmm, je ne sais pas à quel point parfois on dit qu'il est presque mort de chagrin, mais en hmm, tout cas, le fait est qu'il est mort quelques mois après sa sœur. Voilà. Et puis, on a en ouverture du concert une petite symphonia toujours de Mendelssohn, mais à 14 ans. Donc, on a presque le début et la fin de sa vie. Donc, quoi qu'il a composé plus jeune que ça encore, mais il a fait donc ses symphonias au début de l'adolescence et son quatuor donc dans la dernière année de sa vie, donc dans 14 et 38 ans. Là, on a presque toute une vie là, qui se passe devant nos oreilles. oui, et on revient à cette fameuse référence au temps qui passe d'une certaine façon aussi dans cette progression-là de l'écriture et de l'esthétique de Mendelssohn et un peu aussi de Bach si on regarde également avec le choral bon, Herbert Modisch qui est beaucoup plus avancé, qui fait partie de la Passion selon saint Matthieu, mais vous allez aussi présenter, je pense, c'est
en après-midi, le jeudi, le choral un choral issu du petit livre d'orgue de Bach. Donc aussi quelque chose qui est beaucoup plus pédagogique également dans sa forme. Oui, tout à fait, puis qui fait aussi référence, bon, là, c'est l'homme pleure tes péchés, quelque Oui, chose oui, comme ça en français. Donc, oui, c'est un choral pour orgue que Max Reger a arrangé pour orchestre à cordes. Donc, je pense que ça fait à la fois un programme assez varié, mais en même temps assez unifié, d'une certaine façon. oui. Comment décririez-vous la musique de Kelly Mary Murphy? Il y a un côté, c'est une musique qui est assez forte en termes rythmiques, donc c'est assez puissant. Harmoniquement, on est à la fois dans quelque chose de pas complètement, on n'est pas complètement perdu parce qu'il y a comme des pôles harmoniques, mais en même temps, on est dans un univers assez libre, je dirais, mais avec il y a deux sections qui sont très, très fortes, avec une pulsion très puissante. Et il y a évidemment la partie de violon qui est extrêmement virtuose. Et il y a aussi, Kelly Mary Murphy a rencontré notre contrebassiste Raphaël McNamee quelque part au mois d'octobre. Et la pièce s'ouvre sur un magnifique solo de contrebasse, assez virtuose lui aussi. Et donc, une écriture qu'on n'entend pas souvent à la contrebasse. Donc, c'est vraiment une entrée en matière intéressante. Mm. Donc, je disais, c'est un des concerts qui jalonne la saison de votre 40e anniversaire au Violon du Roi. Donc, c'est une année de festivité un peu pour vous dans, dans votre saison et il y a encore plusieurs concerts qui s'en viennent. Donc, à ce point-ci, comment se dessinent les prochains mois? Le prochain concert de février, c'est un concert qui va mettre à l'honneur Jonathan Cohen avec un programme autour de Mozart. Oui. Et après ça, quelques cantates de Bach avec Bernard Labadie au mois de mars. Euh, Quelle est la suite pour la programmation des Violons du Roi? Ben, d'abord, on continue à se promener donc dans deux villes et dans trois salles, donc au Palais Montcalm, Mhm. euh, à la salle Bourgie et à la Maison symphonique. Donc, on se promène dans ces trois lieux qu'on affectionne beaucoup. Et donc, vous l'avez dit, le concerto de Mozart va être au cœur du prochain programme avec Jonathan Cohen. On va faire donc les premières cantates de Bach avec Bernard Labadie. On va retrouver aussi un peu plus tard, Antoine Tamesti, avec qui on avait fait un concert qui nous avait marqué en 2023. Donc, un concert dont le programme a un peu changé, mais qui, lui aussi, en première partie, est un peu une musique un peu funèbre autour de la Trauer musique de Britten et de Hindemith, pardon, puis d'une autre pièce, Lacrimée de Britten, la musique de Dowland. Et on va faire en deuxième partie, ce qui n'était pas annoncé, le deuxième quintet à cordes de Brahms, qui va remplacer le Shostakovich. D'accord. Et puis sinon, on va retrouver nos grandes amies Marie-Nicole Lemieux et Karina Gauvin à la Maison symphonique, puisqu'on le fait à Québec et en tournée en début d'année. Mais là, on a trouvé une date à Québec, à Montréal, pardon, la Maison symphonique le 21 mars. Et donc ça, on l'a déjà fait. Je peux vous dire que c'est vraiment un grand rendez-vous Mhm. puisque Marie-Nicole et Karina Gauvin, Marie-Nicole Lemieux et Karina Gauvin sont au sommet de leur art. Elles sont heureuses, comme des poissons dans l'eau, de faire des duos ensemble. C'est des voix qui sont faites pour aller ensemble et elles ont un plaisir fou à faire. Je pense qu'il y a 6 ou 7 duos qu'elles font ensemble. Mhm. C'est vraiment un moment, je dirais que c'est un moment même dans la saison générale de concert qui est un moment marquant, je pense. Et puis, quoi d'autre? On va retrouver Bernard Labadie un peu plus tard au printemps dans des chaconnes et des passacailles, autour de transcriptions qu'il a faites de la grande passacaille en do mineur de Bach et de la chaconne en fa mineur de Pachelbel. Et puis, on va terminer notre saison en retrouvant Nicolas Elis dans un programme français, donc de musique de Rameau, entre autres, et puis de Gossec. Donc, voilà, on ratisse assez large quand même. Il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les oreilles, finalement. Donc, ce concert avec Kirsten Leong, les Violons du Roi et Nicolas Ellis, qui sera à la direction, ça se passe le jeudi 13 février à Québec, au Palais Montcalm. Il y a un concert à 14 heures.
et un à 19h30, si je ne me trompe pas, c'est bien Oui. ça. Exactement. Et le lendemain, vous prenez la route après pour un concert le lendemain à Montréal, à la salle Bourgie, dans un programme similaire avec Mendelssohn, Bach et la création de Kelly Mary Murphy. Laurent Patnaud, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce programme. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup.